Bonjour, c'est une émission spéciale avec Bruno Lahaye, qui est militant associatif sur la presqu'île guérandaise, engagé pour l'humanisme, les droits de l'homme, engagé politiquement. Vous avez été aussi un temps au Parti socialiste. Jamais. Non, bon, bah, vous avez été sur la liste du PS. Place publique, place publique. au municipal de la Peu Baule. importe. Bon, enfin voilà, vous êtes engagé. Et vous êtes surtout là, en ce moment avec de nombreux collectifs engagés sur la question de l'immigration, d'où cette idée de table ouverte et de liberté, pas simplement d'expression, mais de dialogue, voilà, pour mieux comprendre cette situation. Stéphanie Weyrich est avec nous, vous êtes à la FCPE, on va parler de la méconnaissance des OQTF, de ce qui se passe en ce moment, les conséquences sur l'enfance. Voilà, j'espère que c'est basique là, on vient de comprendre au QTF, quitter un territoire, des familles, les conséquences que ça a sur l'enfance. J'espère que tout le monde est capable déjà de comprendre, de faire un peu de projection. Après, c'est sur 2 points moi, que j'ai fait. C'est sur les mineurs étrangers isolés et sur les enfants qui sont scolarisés dans nos écoles, sur la région. Donc j'aborderai à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire. Et puis Augustin Grosdois, qui est connu, lui, dans la région, du collectif. Non, mais c'est vrai, vous êtes connu. Ah bon, contre l'immigration, je tape. Augustin Grosdois, quand on dit immigration en France, on entend à longueur de temps, vous allez voir les commerçants, vous allez acheter vos paquets de cigarettes, parce qu'il y a les médias qui renvoient toujours ce discours, c'est une passoire, on a l'impression que le pays est très laxiste, ou que l'Europe est très laxiste en matière d'immigration. C'est le discours qui a gagné les esprits. Alors que répondez-vous face à cela? Je pense que là-dessus, ce serait bien que aussi on revienne à la raison et qu'on regarde effectivement ce qui se passe avant toute considération et tout jugement sur la situation. La France n'est absolument pas envahie comme on prétend nous le faire croire. Quand on regarde les chiffres, exemple tout simple, en ce qui concerne les derniers migrants qui sont arrivés en masse d'Europe, enfin d'Europe ou du Proche-Orient, les Ukrainiens ou les Syriens, la France a à peu près accueilli 5% de ceux qui sont arrivés en Europe, alors que la France représente 15% de la population européenne. Donc on voit bien que la France est, on pourrait presque dire, à la traîne en ce qui concerne l'accueil des migrants par rapport à nombre d'autres pays d'Europe, et je pense en particulier avec l'Allemagne, avec laquelle on nous compare souvent et qu'on prétend nous donner comme une référence. On entend souvent cette phrase, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, toute la misère du monde, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, elle est tellement grande, mais le minimum serait qu'on fasse notre part, qui devrait être certainement plus importante, c'est les chiffres que je viens de donner, que ce qu'on fait effectivement. Parce que si la France représente 15% de la population européenne, elle représente aussi, si ma mémoire est bonne, 18% du PIB européen. Donc on est très très loin du compte. Pourquoi êtes-vous plus mobilisé que d'habitude en ce moment, avec plusieurs collectifs, avec Bruno Lahaye? Que s'est-il passé? Est-ce que la loi sur l'immigration qui a récemment été votée vous semble-t-elle être particulièrement injuste et forte? Je vous pose cette question naïvement parce que dans le débat public, on entend d'un côté, cette loi ça vaut rien, c'est très laxiste, d'un autre côté c'est très très dur, d'un autre côté vous voyez que c'est une belle loi parce que d'un côté on dit que c'est dur et d'un côté on dit que c'est rien. On est un peu perdu. Il faut comprendre qu'on est dans une évolution de la situation et de l'organisation de l'accueil des migrants, qui n'est d'ailleurs pas un accueil qui est mettre en place les moyens pour les rejeter, qui s'aggrave depuis 40 ans. On en est rendu à, je crois que c'est 23 lois sur l'immigration depuis 40 ans. Chaque gouvernement et chaque ministre de l'Intérieur croit donner l'impression d'être laxiste s'il ne produit pas sa propre loi. Et les lois sont de plus en plus restrictives et de plus en plus dures. Donc de ce point de vue-là, on avance à rebours de ce que devrait être l'histoire, et y compris l'histoire de notre pays qui se prétend
le pays des droits de l'homme. J'ai coutume de dire que la France n'est plus le pays des droits de l'homme, que c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Alors, Stéphanie, pour prolonger cette conversation. Alors moi, du coup, je suis trésorière de la FCPE de Saint-Nazaire, donc des situations, on en a quelques-unes, comme partout en France. Il y a à deux niveaux, je vous dirais bien, les mineurs étrangers isolés, donc les jeunes enfants, les mineurs qui arrivent sans famille ici, et les enfants qui arrivent, qui sont scolarisés dans les écoles et qui sont avec leur famille et leurs parents. Déjà, les mineurs étrangers isolés, ils arrivent seuls, donc déjà, ils ont tout le trajet, la difficulté de leur trajet. Parce avec des passeurs, avec des trains, c'est très très compliqué. Il y en a qui ont 13 ans, il y en a qui ont 14 ans, c'est très très compliqué. Ils arrivent en France, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc déjà, ils arrivent à avoir un peu plus de stabilité et par leur prise en charge avec l'aide sociale à l'enfance. Mais il faut quand même se dire qu'à cet âge-là, être tout seul dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est très très dur. Les lois ne sont pas les mêmes et c'est très très dur. Donc voilà, ils ont des repères qui sont quand même les éducateurs, les gens qui sont dans les établissements en particulier. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à partir de 18 ans, on parlait d'arrêter les suivis qui vont de 18 à 21 ans. Donc ça veut dire que c'est des jeunes aujourd'hui qui seraient plus du tout suivis le jour de leur anniversaire. Qu'on laisse dans la nature, c'est ça. Stéphanie, tu pourrais nous raconter l'histoire de ce jeune qui a 12 ans il y a des parcours, il y a des parcours qui existent, forcément, ils sont pris en charge, ils arrivent, ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc ils sont avec les éducateurs, ils ont scolairement, ils sont dans des établissements, donc ils ont tout le soutien nécessaire autour de l'école et de leurs éducateurs, mais sauf que du coup, ils ont tous les préparatifs, parce qu'à 18 ans, on passe le bac, par exemple. Et du coup, c'est déjà très compliqué, Parcoursup, quand on est français. Donc quand on est étranger, c'est encore plus compliqué. Mais sauf qu'à leurs 18 ans, ils devront se débrouiller tout seuls. Donc en plus, on ne peut pas dire qu'à 18 ans, ils sont là depuis quelques années en France. Ils n'auront pas forcément de papier français. Ils seront mis dans la nature comme ça. Donc sans aide. Avec quel statut juridique, c'est ça, ce que je ne comprends pas. Ces mineurs, vous pouvez les prendre à 13 ans ou à 14 ans, vous dites qu'ils suivent un parcours scolaire. Ils sont pris en charge par l'aide sociale. Et à 18 ans, on les fout à la rue, c'est ça? C'est un petit peu ça, oui. On leur met une OQTF, en fait. Ouais, c'est ça. Même s'ils n'ont rien fait. OQTF. Parce qu'ils sont majeurs. Parce qu'on considère que du coup, ils sont sans alors qu'ils n'ont rien fait. Ils sont innocents. C'est ça. Et c'est surtout qu'ils sont innocents, mais c'est surtout qu'ils sont quand même intégrés à la vie française et à la vie de leur ville, parce que du coup, c'est des jeunes qui, comme tout le monde, qui font du sport, qui font du théâtre, n'importe, qui font des activités et qui essayent de s'en sortir scolairement et qui ont peut-être des capacités à trouver du travail et de pouvoir s'en sortir. C'est intéressant ce que vous avez dit, essaye de s'en sortir scolairement. Avez-vous eu des bonnes surprises? Ah il y en a toujours des bonnes surprises, ça veut rien dire. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment de très bonnes notes. Il faut savoir que les enfants, ils sont très forts, ils ont une très bonne capacité d'intégration et d'apprentissage du français. C'est des enfants qui, à l'école... Parfois, quand ce sont des Africains, ce sont des francophones. Hein, déjà. Oui, mais je parle... mais la scolarité, du coup, elle est beaucoup plus... C'est pas pareil, l'éducation nationale en France. Mais c'est des enfants qui savent lire, qui savent écrire en un an, qui ont beaucoup de capacités. Puis, pourquoi plus qu'un autre, ou pourquoi moins qu'un autre? Ils sont très curieux, comme tous les enfants à cet âge-là. Ils ont envie d'arriver à plein de choses dans leur vie. Je pense qu'en fait, ils sont très bien intégrés dans les établissements scolaires. Donc après, les enfants, entre eux, ils font pas trop la différence. C'est mon avis. Mais le plus terrible, c'est qu'en fait, arrivé à la majorité, on leur dit, non, maintenant, t'as plus de papier, et puis on te met une OQTF, parce que voilà, on te prend plus en charge. Et donc c'est cette société injuste dont nous sommes responsables en tant que citoyens qui fait que ça ne nous convient pas. Même des éducateurs qui les suivent ou des choses comme ça, c'est malheureux aussi, parce que c'est des jeunes qu'ils ont suivis, à qui ils ont aidé à faire des papiers, de l'administratif, des cours, tout et n'importe quoi, comme tout enfant français. Parce qu'il faut quand même savoir que ces mineurs non accompagnés, c'est avant tout quand même des enfants et qui doivent bénéficier
bénéficier de l'ensemble des droits prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Le mineur étranger isolé, il est présent en France et il a les mêmes droits que le mineur de nationalité française. Même s'il est seul, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc il a des envies. Après, la différence, j'en vois aucune, parce qu'ils sont tous, dans les écoles, ils sont tous pareils. Ils ont tous les mêmes envies, parce qu'ils grandissent tous ensemble. Ah ben les gosses, c'est comme partout sur la planète. Et ils ont une façon, faculté d'apprentissage, et ils ont une curiosité, une soif de réussir importante. Donc voilà, moi je vous dirais juste ça. Augustin Grosdois, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre ? Je pensais, en les entendant, à ce qu'il y a dans la nouvelle loi, la loi dite Asile et Immigration, en ce qui concerne les enfants qui sont nés en France, de parents en situation régulière, pour l'acquisition de la nationalité. Jusqu'ici, cette acquisition, elle était automatique à condition qu'ils aient séjourné en France pendant 5 ans pendant leur enfance. Et désormais, il va falloir qu'ils fassent une demande pour acquérir la nationalité française. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que psychologiquement ça veut dire. Ça veut dire qu'on les oblige à se présenter devant la nation, alors qu'ils ont vécu en France tout le temps, toute leur enfance. Donc pour eux, c'est une situation, si j'ose dire, naturelle. Presque acquise, c'est ça. Acquise. Et on les oblige à faire une demande. Ce qui est absolument inadmissible à mon sens, puisqu'ils ont vécu là, comme tout un chacun, enfant français de nationalité. Et c'est à ça que je pensais. Et je pense qu'effectivement, notre avenir, de toute manière, il est dans les enfants. Moi, je commence à être un peu vieux, donc il faut absolument qu'on prenne... c'est une maladie qui nous touche tous. Effectivement. Il faut qu'on les protège, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours précédent, pour qu'ils s'intègrent bien à la France, là où ils veulent vivre. Il y a mille et une façons de rassembler les hommes. Il n'y en a qu'une de les unir. Nous sommes une union, Lucie. Et Jean-Jacques Rousseau, en écrivant cela, Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, nous rappelle que tout type de rassemblement est inacceptable. Rassemblement nationaliste ou autre, parce qu'un rassemblement, c'est d'abord une exclusion. Quand on rassemble, c'est souvent pour aller faire du mal aux autres. Et donc, voilà, l'exclusion, nous ne l'acceptons pas. Alors, carte blanche sur la question de l'immigration, avec un regard assez différent de ce que l'on entend assez souvent dans les médias, et c'est justement la question que je voulais poser à Augustin Grosdois. Ce que vous défendez dans l'état d'esprit général de la population, culturellement, le combat semble être difficile pour vous, semble être perdu. Comment expliquez-vous cela? Il y a eu des anathèmes, des caricatures. Que faire pour changer les choses? Voilà, c'est une question très large. Oui, non, je ne pense pas que le combat soit perdu. En tous les cas, il n'y a que les combats auxquels on renonce qui sont perdus. Il me semble que nous sommes dans une situation assez grave. Voilà, c'est ça, ce que vous avez compris. Ce que assez grave quand même de ce point de vue-là. J'écoutais hier soir les résultats d'un sondage, je crois que c'était BVA, qui disait, qui répétait, parce que c'est des choses qu'on sait, que la préoccupation de l'immigration en France, ce qu'on a transformé en problème d'immigration, et non pas un problème d'accueil, était en 3e ou 4e position dans les préoccupations des Français, derrière les problèmes de santé, les problèmes de pouvoir d'achat, etc. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé depuis toute la préparation de cette loi dite Asile et Immigration? C'est qu'on nous a rebattu, elle a complètement occupé l'espace public, et pour moi c'est dramatique, non pas qu'on en parle, mais la manière dont on en a parlé, c'était une pression assez insupportable pour faire passer un certain nombre d'idées, les idées de rejet, alors que le problème c'est un problème d'accueil. Et la France
a les moyens d'accueillir les migrants qui se présentent chez elle. Bien sûr, de manière organisée, mais elle a les moyens de l'accueillir. Sur la question de l'immigration et de certains partis qui ont fait leur de partis comme le Rassemblement national, vous avez vu cette polémique récemment avec cette brave dame d'une 60aine d'années, militante au Restaurant du Cœur, qui a dit à TF1 je vote RN parce qu'il y a la misère sociale. Cette brave dame, Augustin, Stéphanie, que lui diriez-vous si vous l'aviez en face de vous? Parce qu'on a bien vu que cette brave dame n'était aucunement une femme ni raciste, qui était là pour des raisons idéologiques. Elle vote RN pour des questions sociales. Qu'est-ce que vous lui diriez? À mon avis, alors je pourrais dire de manière un peu brutale. J'imagine que vous la triez pas dans les gens extrémistes. Cette dame. Non, c'est pas la question, mais je pense qu'elle se trompe. C'est-à-dire que le programme des partis auxquels vous faisiez allusion ne va en aucune manière dans le sens d'une amélioration de la situation sociale, enfin leur proposition bien évidemment. Et du point de vue des migrations qui nous occupent aujourd'hui, les propositions qu'ils font sont absolument, je reprendrai un terme de Bruno tout à l'heure, anti-humanistes. Or, la France s'est construite sur le triptyque liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas oublier le dernier mot, fraternité, même si aujourd'hui on parlerait plutôt de solidarité, mais enfin on va pas rentrer dans les débats sémantiques. Et la France n'a d'avenir que dans cette construction de la solidarité entre ses membres et entre ceux qu'elle accueille et qu'elle doit accueillir. Oui, on peut dire aussi que historiquement, la France a toujours accueilli des gens. On parle des Polonais il y a des années, on parle des Italiens après, de tous ces conflits, de toutes ces années où on a accueilli plein de gens. Qu'est-ce que je lui dirais? Que oui, en effet, après, c'est que mon avis, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, d'écouter un peu comment ça se passe ailleurs sur d'autres peut-être parties, mais qu'elle écoute réellement ce qu'ils disent et qu'il y a d'autres choix. Moi, je dirais ça. Après, c'est son choix personnel, je comprends qu'aujourd'hui en France, c'est très compliqué pour tout le monde. La vie est pas facile, le pouvoir d'achat diminue, c'est très pour tout le monde, c'est très dur. Mais faut aller lire et chercher un peu les infos pour comprendre un peu. Voilà à peu près ce que je lui dirais. Il nous reste quelques minutes, je vais laisser le mot de la fin. Je vais vous laisser le mot de la fin libre pour faire passer peut-être des points qui n'ont peut-être pas été évoqués. Vous avez il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de dire, mais bon, je pense que chacun peut aussi se lire, se renseigner, écouter ce qui se dit et se faire son opinion. Par rapport au débat donc je vais redire quelques petites choses. Je pense que la première chose qu'il faut faire pour se forger une opinion, c'est d'aller voir la réalité des choses. Ils sont facilement disponibles dans les journaux, sur Internet, sur ce qu'est la réalité de la migration, des migrations en France. Et là, on se rend compte que de tous les bobards qu'on nous raconte, en particulier le bobard de l'invasion de la France et, je vais oser le mot, du prétendu grand remplacement. Ça me paraît fondamental. La deuxième chose, c'est que les personnes exilées, pour reprendre les termes qui ont été employés dans une émission précédente, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont des droits, et qui ont des droits qui sont inscrits dans les traités, dans les conventions internationales que nous devons respecter, ce que nous ne faisons pas toujours. Et ils ont droit à notre humanité, au-delà de toute considération juridique. Et nous devons mettre en place les moyens de les accueillir, et ça, nous le pouvons. Moi, je rebondirais même sur ce que tu dis, parce que du coup, on peut aller voir... Moi, j'invite les parents à aller voir comment ça se passe déjà pour certaines situations dans leurs écoles. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants scolarisés, donc du coup, on a quand même une diminution des enseignants allophones qui les aident. Ces enseignants allophones ont de plus en plus de monde par groupe. Les familles de ces enfants-là sont dans les hôtels, sont dans des maisons, sont dans des endroits, et des fois ils sont expulsables. Donc c'est des familles qui se retrouvent des fois avec la gendarmerie au petit matin qui arrive pour leur dire de quitter la maison. Donc des enfants qui se retrouvent dans des situations très graves.
donc des enfants qui se retrouvent dans d'autres logements, qui se baladaient de gauche à droite. On parle aussi de l'insécurité de ces enfants-là tous les jours, comment ils vivent psychologiquement. La santé psychologique est très importante. Ils ne le vivent pas bien, donc déjà ils dorment pas bien. Ils ont toujours peur que quelqu'un arrive. On se retrouve dans des situations dramatiques où des gens ils sont obligés de monter, voilà, des parents qui sautent pour sauver leur famille. Voilà, il y en a plein des histoires dramatiques qui se passent avec des enfants traumatisés dans les écoles. C'est des enfants qui se retrouvent avec un stress. Alors déjà, je ne vous cache pas que déjà... À Saint-Nazaire, vous le vivez? Oui, à Saint-Nazaire, partout en France, on le vit. À Saint-Nazaire, oui, il y a eu des situations très compliquées. Pourtant, il y a des traités, et c'est ma dernière question, il y a des traités, il me semble, internationaux, que ce soit à l'UNESCO, mais l'UNESCO dépend de l'ONU, qui ont été ratifiés par beaucoup d'États, donc je ne vais pas dire, je suis très prudent là-dessus, sur le fait qu'on ne touche pas à l'enfance dans ce domaine. Oui, mais il y a souvent une grande différence entre les déclarations qui sont en général, qui sont souvent très générales de ces traités ou simplement de ces conventions, et de la mise en œuvre par les États eux-mêmes. Et c'est là, si j'ose dire, c'est dans les détails que se niche le diable. Hein. Et de ce point de vue-là, nous qui nous suivons la question des migrations depuis un certain temps, nous sommes bien placés pour le savoir. Dans le travail que nous faisons à l'UCIJ, il y a tout un travail d'aide aux personnes pour qu'elles puissent compléter leur dossier de demande de régularisation de leur situation. Et là, on se rend compte de toutes les difficultés, de toutes les arcanes, de toutes les choses trappes qu'il y a pour qu'ils arrivent, ne serait-ce qu'à construire leur dossier, sans parler après de le faire accepter. Merci Augustin Grosdois du collectif Tous Unis contre une immigration jetable. Voilà. Merci Stéphanie Vérich, vous êtes à Saint-Nazaire, à la FCPE. Vous avez voulu alerter sur les OQTF, les conséquences pour l'enfance. C'est ça. Et on a essayé d'être le plus libre dans la conversation, tous ensemble, au cours de ces deux émissions. Sur l'immigration, initiée par Bruno Lahaye. Bruno, on ne l'a pas beaucoup entendu, mais là, on va l'entendre. Hein. Là, voilà, on va l'entendre. Et nous, ce qu'on voulait dire, nous, Union contre l'immigration jetable, déjà, c'est que si on est venu tendre la main ici à la Baule aux Républicains, parce que nous, qui représentons aussi toute l'intersyndicale, qui représentons tous les partis politiques issus de la démocratie sociale, toutes les associations de Saint-Nazaire humanistes, toutes, sans aucune exception, et aussi les professionnels de l'accueil des migrants, eh bien, nous, cette force de proposition, cette force de conviction, on est venu aussi pour tendre la main, pour sortir de nous-mêmes, parce qu'on va pas discuter qu'entre nous qui sommes tous d'accord, on vient aussi pour tendre la main aux Républicains, dans le fief des Républicains, ici à la Baule, pour dire qu'on sera, et je l'espère, ensemble, à la fois pour 2027, puisque c'est bien cela qui nous préoccupe aujourd'hui, 2027, et préalablement 2026, les municipales, on sera présent, nous serons là, vous pourrez compter sur nous, nous compterons, on l'espère avec vous, pour faire en sorte que la justice et l'exclusion cessent dans ce pays. Voilà, donc, et pour ça, aujourd'hui, je vais reprendre un peu ma place de chanteur, et puisque je chante... Vous dites à la Baule parce que vous êtes vous-même baulois, hein, vous adressez aussi... mais là, on couvre, on va à Nantes, etc., à Saint-Nazaire, à Pornic, à Saint-Brévin, voilà. Les pays de rêve, pays blancs... En fait, ce que vous avez voulu dire à travers cette déclaration, qui était symbolique, vous voulez dire que peu importe si je ne vous trahis pas, et il joue avec son micro parce qu'il va se préparer à chanter. Si je vous trahis pas, vous dites si c'est bon ou pas. Peu importe les différences qu'on peut avoir sur les questions de fiscalité, de gestion et économique, vous dites à vos adversaires politiques, on n'est peut-être pas d'accord sur le niveau des impôts entre les libéraux, les pas libéraux, mais vous dites à vos adversaires politiques, rassemblons-nous sur cette question de droits de l'homme. C'est ce que vous avez voulu dire. Unissons-nous. Oui, oui. Unissons-nous. J'ai choqué personne, là. Oui. Dans ce qu'il a dit. Non, non. Merci. Non, pas du tout. La chanson, alors, on termine là-dessus. Merci Bruno Lahaye. C'est quoi cette... Expliquez-nous. Alors, c'est Je chante pour l'oiseau. Vous verrez, elle est... La première partie du
texte est écrit dans une langue autochtone de Nouvelle-Calédonie, de la partie est, qui s'appelle le Païsi. Il est au piano et c'est en direct. Goniabi kara malo, ulogie golo piche, ulogi pele pao, adigolo papela. Una mapiguna e passe mulo golo inana, na boke sige golo dulu, yeah. Goniabi bakala yepo, na ego magungo e bakala elite na wade, na goe wali nume. Goniabi bakke weko, na napit bache seki. Na upele tutu na kukwala, na pai bokolo kala cheti. Je chante pour l'oiseau, évadé des frontières, qui échappe au bourreau et frappe à la lumière. Pour l'oiseau libre et fou, qui dessine des algues dans des matins debout, sur la force des vagues. Je chante pour un arbre éclaboussé d'aurore, qui se sait et se cabre et se veut vivre encore, pour dénicher de rien dans des frondaisons rouges, pour le mal de nos liens dans des matins qui bougent. Je chante pour la mer habitée de vaisseaux, quand le gris se fait vert et qu'il pleut des ruisseaux, pour tout recommencer dans les ports à venir, pour tout recommencer jusqu'à n'en plus finir. Je chante pour ce frère que je ne connais pas, qui vit d'une prière et meurt à chaque fois. Pour ce marin maçon qui monte avec amour un peu de sa maison jusqu'aux sources du jour. Je chante pour l'enfant qui vibre au fond de vous, pour ce bruit de printemps dont vous gardez le goût. Je chante pour vous seul en la désespérance, quand le vent vous déchire l'oubli d'une autre enfance. Je chante par vos racines d'un bleu d'Araucaria. Bienvenue chez nous en Europe. Et le 9 juin, votez pour qui vous voulez, mais votez. Ben voilà, c'était deux séries d'émissions spéciales dédiées
la question de l'immigration. On a reçu des invités comme Stéphanie Vérage qui était là de la FCPE à Saint-Nazaire, qui a parlé des conséquences des OQTF sur l'enfance. Il y a eu Augustin Grosdois du collectif Injustice contre l'immigration jetable. On a eu Arnaud Payen, médecin à l'hôpital de Saint-Nazaire, qui est candidat sur la liste de Raphaël Glucksmann, Place Publique. Lui, il s'est vraiment spécialisé sur l'aide médicale d'État. Et puis Irène Rivière, artiste de théâtre, qui elle aussi a son spectacle Les Routes de l'exil, Game Over. Elle a travaillé aussi pendant des années auprès des migrants. Tout cela a été, je le tiens à le remercier, à Bruno Lahaye, qui est militant associatif à Saint-Nazaire et sur la presqu'île guérandaise, engagé sur le combat des droits de l'homme et de l'immigration. Voilà. Merci Yannick Bruno, Rien. merci. Oui, merci pour l'invitation. Voilà. Et l'émission a été filmée, elle sera aussi visible sur Internet. Vous allez nous la Je partager. m'en occupe. Hein, on vous donne le son, vous nous donnez l'image. Voilà, Ça, échange de bons procédés Merci, Bruno Lahaye. C'était pour notre spécial. prochain. Merci.